Donc j'ai trois questions en une en fait pour qui veut répondre. Alors comment exactement le... il faut que je réfléchisse un peu plus. Comment exactement l'élite sioniste est-elle arrivée au pouvoir? Quand cela a-t-il eu lieu? Et comment peut-on permettre au peuple de reprendre le pouvoir? C'est un lent processus, vous le savez très bien. Et le moment clé, vous le savez très bien, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez très bien aujourd'hui que ce qui nous lie complètement la langue, c'est que dès qu'on fait la moindre critique sur cette double éthique, cette ambiguïté du peuple élu, c'est Berland et Lévy, c'est la réductio ad Hitlerum, ça s'appelle, c'est si vous critiquez George Soros, les médias de gauche vous diront que vous voulez réouvrir les chambres à gaz. C'est systématique, jusqu'à l'obscénité, et malheureusement, c'est vrai que dès lors qu'il y a une espèce d'orchestration avec comment dirais-je, une orchestration des politiques, des médiatiques et des pseudo-intellectuels pour valider ça, vous passez votre temps en réalité quand vous faites une critique à dire mais attention, je ne suis pas pour et en fait un intellectuel honnête aujourd'hui passe 90% de son temps en préalable pour nous dire attention, je n'ai rien à voir avec l'histoire de l'hitlérisme, je n'ai rien à voir avec ceci, etc. Alors que normalement ça devrait être une évidence, vous voyez. Et on est piégé effectivement par ça. Voilà. Et c'est vrai que dans l'histoire du monde, 70 ans, c'est pas très long. Mais ce que je peux faire remarquer, c'est qu'on parlait beaucoup moins de la Shoah, qui est un mot qui n'est pas dans Nuremberg et qui n'existait pas 5 ans après la guerre, 10 ans après la guerre, etc. Normalement, le processus naturel, c'est plus une période de drame s'éloigne, plus on a tendance à l'oublier, et plus elle devient secondaire comme déterminant. Vous voyez, le massacre de la Saint-Barthélemy ne pousse pas des protestants et des catholiques à se battre dans la rue à Paris, vous voyez. Ça s'est éloigné, vous voyez. Or, aujourd'hui, ce qui se passe et qui prouve qu'il y a une manipulation, parce que c'est contraire à toutes les lois de la sociologie et de l'anthropologie, c'est que plus on est loin de cette période historique et de ce drame, et moins il est déterminant pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui, plus il est l'explication de tout et plus il est présent comme cause surdéterminante de tout. On parle aujourd'hui 10 fois plus des camps de concentration, du nazisme, d'Auschwitz, de la chambre à gaz, qu'on n'en a jamais parlé. Or, normalement, ça devrait petit à petit s'estomper. Ce qui prouve bien que c'est une manipulation dans un but de domination fait par une petite élite, effectivement, dont le seul argument n'est pas la logique, la culture, la morale, mais l'anathème et la terreur morale. Voilà. Et toute l'affaire Dieudonné est là pour démontrer à quelle obscénité on en est arrivé à cause de cette stratégie dégueulasse qui, je le dis d'ailleurs, comme le dit bien Finkelstein, finit par souiller effectivement les victimes. Parce qu'en fait, les victimes de l'oppression nazie ne sont pas là normalement pour justifier plomb durci, vous voyez, et la bande de Gaza. Or, aujourd'hui, on en est arrivé à ça, effectivement, et cette obscénité aura un coût terrible dans l'avenir, c'est ça que je veux dire. Tout ça se retournera en fin de compte, c'est ça qui est dramatique. C'est qu'on sait que tout ça finira mal, fatalement, logiquement. Et on a une histoire de 2500 ans pour montrer que régulièrement dans l'histoire, ça a mal fini. Et c'est dingue, des gens qui prétendent avoir une longue histoire et une grande culture de ce qu'ils sont, avoir aussi peu de conscience de leur propre histoire. Car effectivement, comme me le rappelait le Rav von Chaya, j'avais dit que tous les 50 ans, les Juifs rencontraient des problèmes. Il m'a rétorqué, non, c'est pas tous les 50 ans, c'est tous les 33 ans. Voilà. There is one thing to remember. Jewish elite hardly get hurt. Try to find out on Google how many Rothschild died in the Holocaust. Now, the question that you ask is very, very, very interesting. Zionism, early Zionism, we are talking about 6, 7, 10 very, very clever Jews and totally cognitive elite. Herzl, Jabotinsky, Nordau, Pinsker, Weizmann, they're all major writer, major scientists. Now, they were extremely anti-Semitic. The early Zionists admitted it was a very unique moment in Jewish history that something was extremely wrong in Jewish diaspora. They said, we are capitalists, we are usurers, we don't work. Every society is like that.
We have a lot of working class, middle class, to Aziz. There was early Zionist, his name was Ber Borochov. Jewish society is like that. There is one working in a factory, and all the rest are bourgeoisie. Ce qui explique que l'esclavagisme est consubstantiel à l'existence d'Israël, puisqu'on ne peut pas faire fonctionner un pays avec 80% de dentistes et de professions libérales. Donc il faut bien que le prolétariat soit assumé par les Palestiniens, mais si d'un seul coup ils se révoltent et ne veulent pas se soumettre comme ils ont pu se soumettre aux Turcs, il faut faire venir des falachas en inventant effectivement qu'ils sont juifs, des Chinois à qui on fait signer des contrats comme quoi ils ne coucheront pas pour ne pas corrompre le pur sang juif. Et on en est aujourd'hui à la contradiction maximum, c'est que selon l'élitisme juif, une nation juive n'est pas viable. Car il faudra admettre que des juifs soient éboueurs. Or, le principe même de l'élitisme juif, c'est qu'on peut être éboueur pendant une génération, mais après on doit être médecin et ensuite ministre. Et c'est toute la contradiction fondamentale d'Israël vue du point de vue économico-social. C'est qu'on ne peut pas fonder une société avec 80% de profession libérale. Voilà. Sauf si on est dans une logique esclavagiste et qu'on fait venir des travailleurs qu'on maintient en dehors, qu'on méprise. Et c'était le projet au départ du maintien des Palestiniens, c'est qu'ils devaient devenir les esclaves. Mais comme ils se sont trouvés, pour des raisons dialectiques, un combat nationaliste alors qu'ils n'étaient pas une nation, exactement comme l'Algérie s'est émancipée et est devenue une nation émancipée par la colonisation française, ça c'est la dialectique hegelienne de l'histoire, ils ont surpris les sionistes, ces Palestiniens qui finalement n'étaient pas une nation et avaient obéi à beaucoup de caïds extérieurs. Ils ont eu ce problème, effectivement, qu'ils ne pouvaient plus compter sur ce prolétariat palestinien qui devenait poseur de bombes. Et à partir de ce moment-là, la question israélienne est vouée à l'échec pour ces simples raisons de pyramide socio-économique. Voilà. Now, to make it just precise, the idea was brilliant. They said, we are going to go to Palestine and we are going to work. And they did. For 2 weeks. And after 2 weeks, they found out that the Palestinians were cheaper. It's metaphorical, maybe 2 years or whatever. And there is a reason. And in a way, we are again dealing with the same issue. Zionism was destined to die because it was set to bring to the world the Jewish state. And what does it mean to be a Jew in a Jewish state if you don't celebrate your Jewishness? So they celebrate their Jewishness and they ethnically cleanse the Palestinians and they put the entire world on a nuclear alert. But there is one thing that I must tell you. And it's the first time that I say it in public. The center of Jewish cognitive elite was in Germany, Austria, in Central Europe. The most interesting, clever, intellectual Jews is Jews that mix with German education and came with incredible ideas. The Jews who went to America and Britain in the 19th century were largely the lower class of Eastern Europe. What I'm going to tell you now is very, very frightening, and it's the first time you hear it. In 1936, and this is not first time, you may have heard it, in 1936, we had transfer agreement between the Zionist organizations and the Nazi regime. This is something that is known. It's a known fact. What happened in practice? The best and most able, most gifted German Jews ended in Tel Aviv and Jerusalem. And although they hardly got involved with politics, because the Polish Jews and the Russian Jews didn't let them in, and they didn't want, they made the Tel Aviv Philharmonic at the time into the best philharmonic orchestra in the world. But more important for us, they made Tel Aviv University, Jerusalem University. They built an incredible industry, and they left behind them a very strong cognitive elite in Israel that explains
why the Palestinians have a serious problem. We are dealing with Palestinian people who are innocent society that were mainly peasant and falahin until beginning of the 20th century, that is running a struggle against the most incredible cognitive elite, a project that took 1500 years of a eugenic project. Try to think that you have to deal with 25 BHL a day. Question suivante. Oui, bonjour. Bon, déjà, c'est un honneur de parler avec Monsieur Soral. Et bon, monsieur, je connais un peu moins. Je vous ai déjà vu sur Internet. Je voulais revenir sur la question par rapport à la dame, là, par rapport à Marine Le Pen. Alors, en premier lieu, elle s'était dirigée dans le sens elle avait essayé de prendre parti d'Israël, de se rapprocher un peu d'Israël au départ. C'était plutôt stratégique pour pouvoir évoluer politiquement. Et ensuite, les élites sionistes, ils ont eu tendance à s'en méfier par rapport au père qui est beaucoup plus intègre. Alors, que doit-on penser de tout ça? Est-ce que Marine Le Pen c'est une stratège? Voilà, on sent la démarcation avec son père qui est plus intègre. Je comprends votre question. Et elle a été en Israël, elle a été... Donc, non, d'abord, déjà, apprenez l'exactitude et la précision. Ah, mais c'est la pression, Marine Le Pen n'a jamais été en Israël. Donc déjà, pourquoi... Non, où elle a tenté d'être invitée, elle a été refusée. Voilà, plutôt. C'est pas tout à fait vrai non plus. Ce qui est sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a en France un certain nombre de partis politiques. Hein, vous les connaissez. Je démontre qu'ils sont tous intégralement sous la coupe et la domination de l'oligarchie, qui est composite, mais qu'on peut appeler maçonnico-sioniste. Hein, voilà. Le seul parti, pour des raisons de hasard historique, à cause de la personnalité de Jean-Marie Le Pen, qui soit une PME familiale un petit peu hors du système de domination intégrale des autres, ça ne veut pas dire, il faut apprendre ce que c'est que, n'est-ce pas, les lois tendancielles, c'est pas tout ou rien. Je dis simplement, le Front National est certainement le parti le moins soumis à la domination intégrale du système. Ça se vérifie d'ailleurs par sa diabolisation qui continue, malgré les efforts qu'a fait Marine Le Pen, qui a 10 ans de moins que moi, pour essayer de ne plus être diabolisée par ceux qui ont le pouvoir de diaboliser, et là vous avez donné la réponse, qui est la toute-puissante communauté juive. On ne parlera pas non plus des réseaux francs-maçons, qui sont aussi une composante importante. La guerre contre le Front National est une guerre maçonnico-sioniste, on va dire. Hein. Et vous remarquerez que malgré les efforts que Marine Le Pen a faits, ça n'a pas suffi. Ce qui devrait vous ravir, car en fait, elle aurait bien aimé être dédiabolisée et qu'on la laisse uniquement parler de questions économiques, etc. Mais ce que je lui avais expliqué, moi, à l'époque, c'est que tu peux soutenir Israël, mais si tu critiques le nouvel ordre mondial et Wall Street, tu seras encore bien plus antisémite que tu ne le croyais, parce qu'à la limite, le pouvoir sioniste est bien plus à Wall Street qu'il n'est en réalité à Jérusalem et à Tel Aviv. Et ça, comprenez une chose, Marine Le Pen est une avocate, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une grosse formation intellectuelle. Bien sûr, les avocats sont essentiellement des menteurs et des gens superficiels et peu cultivés et des baratineurs. C'est vrai, les États-Unis sont le pays dont la caste la plus importante sont les avocats, ce qui est la preuve d'une dégénérescence totale. Vous voyez ? Donc, Marine Le Pen est arrivée à la politique un peu par hasard et n'a pas une grande formation. Et au départ, elle a cru naïvement qu'il suffisait qu'elle ne soit pas antisémite, car elle ne l'est pas, je vous le garantis, pour qu'il lui soit pardonné d'être la fille de son père. Et moi, la phrase que je dis toujours aux gens qui veulent me donner des leçons, c'est que c'est pas toi qui décides si tu es antisémite. Si tu portes atteinte, même sans le savoir, aux intérêts oligarchiques dont la composante, je dirais, le noyau dur et la communauté juive organisée, tu seras antisémite sans même le savoir et sans même y avoir pensé. C'est fondamental. Et Marine Le Pen a donc fait des efforts pour dire qu'elle n'était pas antisioniste, qu'elle avait des amis juifs, etc. Mais elle n'a fait aucune concession, c'est ce que j'appelle la ligne Philippot, qui est aussi la ligne Soral, elle n'a fait aucune concession sur sa critique de l'économie mondialiste. Or, on va peut-être parler de Soros, on va peut-être parler de Friedman, etc. En réalité, on est beaucoup plus en danger par rapport à nos élites communautaires quand on critique le processus capitaliste financier du nouvel ordre mondial que quand on critique Israël. Hein. Et donc, vous devez vous en réjouir, Marine Le Pen, malgré ses efforts, est restée diabolisée
parce qu'elle n'a rien lâché sur la question économique et sociale. Et là-dessus, rendez-lui justice. Et finalement, ce qui compte, oui, mais c'est secondaire la question de l'islam en France, vous le compreniez. C'est exactement comme le catholicisme est secondaire. Moi, je ne parle pas de l'attaque. Marine Le Pen prétend qu'elle est républicaine et qu'elle est laïque, ce qui est le logiciel franc-maçon. C'est le logiciel le plus anti-catholique qui existe. Je ne fais pas une fixette d'abruti là-dessus, car je suis très intelligent. Je vous demande juste de vous élever à mon niveau d'intelligence. Si vous voulez arrêter de perdre, car vous êtes des perdants permanents depuis les années 70. Hein ? Et quand vous reprochez le sionisme de Marine Le Pen, qu'est-ce que vous faites derrière ? Vous votez majoritairement pour le Parti socialiste. C'est ce que vous avez fait à la présidentielle, alors qu'il n'y a pas plus sioniste que le Parti socialiste. Donc moi, je ne suis pas là pour défendre Marine Le Pen. J'en ai rien à foutre de Marine Le Pen. Son mari me fait un procès, comme vous le savez. Je dis, si vous cherchez la paille sioniste dans l'œil du Front National, regardez d'abord la poutre sioniste dans l'œil du Parti socialiste, pour qui vous faites le tapin depuis 30 ans. Hein ? Y compris, je vous signale que l'association des imams de France a appelé à voter pour le candidat socialiste à la présidentielle. Donc, arrêtons avec cette question. La question, c'est la question de la réconciliation nationale. C'est la question de comprendre quels sont vos intérêts bien compris dans une situation donnée, en fonction de votre religion peut-être, mais aussi de votre position de classe et de la réalité de la France par rapport à la question de l'immigration incontrôlée, de la non-confusion du français d'origine immigrée et du sans-papier, c'est-à-dire du clandestin. Parce que c'est pas parce que vous êtes d'origine immigrée alors que vous êtes français que vous devez être solidaire des sans-papiers, alors qu'ils sont vos ennemis objectifs sur le terrain économique. Donc je vous incite, moi, plutôt que de faire une fixette sur la méconnaissance de Marine Le Pen sur la question de l'islam et du monde musulman, ce qui est une certitude, sur certaines de ses maladresses et sur certaines de ses soumissions tactiques qui, moi, me dégoûtent un peu, c'est vrai, mais qui sont simplement la preuve qu'elle a compris et qu'elle a admis la toute-puissance du lobby sioniste en France. Comprenez quand même qu'elle ne lâche rien sur la question économique et sociale. Elle ne lâche rien sur la question de la souveraineté nationale, et que ça, c'est peut-être le plus important, et que c'est ce qu'il faut comprendre même quand on est un musulman intelligent. Car finalement, dans une France réconciliée qui prendra le pouvoir sur elle-même, je pense qu'on sortira des tensions orchestrées dans les banlieues entre soi-disant musulmans. Hein. Le Front National n'est pas responsable de l'affaire Mera. Hein. Ça s'est passé à Toulouse, la ville de M. Cohen, et c'est là qu'est venu M. Netanyahou faire chanter l'hymne israélien à tout le gouvernement socialiste. Et vous remarquez que sur l'affaire Dieudonné, qui est pour moi un marqueur très important, quel est le mouvement politique qui s'est le moins mal tenu par rapport à Dieudonné ? C'est le Front National. Ce qui prouve bien que Marine Le Pen, malgré tous ses défauts, n'est pas le pire cheval politique qu'il y a, et je vous engage, tout en gardant votre critique, et en faisant comme moi, je lui mets la pression, moi je lui dis, beaucoup de gens issus de l'immigration seraient prêts à voter pour le Front National, non pas parce qu'ils se soumettent, mais parce qu'ils participent à ce que j'appelle la droite des valeurs. C'est-à-dire que finalement, un Français de culture traditionnelle et de culture catholique, même s'il ne pratique plus, mais qui a la morale catholique en lui, celui qui est le plus proche de lui, ce n'est même pas le protestant de type américain, et ce n'est évidemment pas le juif talmudo-sioniste, c'est le musulman. C'est non seulement celui qui est le plus proche de lui sur la question de la droite des valeurs, c'est-à-dire de la vision du monde par rapport à la famille, par rapport à la morale, par rapport à la verticalité, mais aussi sur la question sociale, car ils font partie de la même catégorie sociale, puisqu'ils font partie du prolétariat déclassé et de la classe moyenne persécutée par la fiscalité. Vous voyez ? Donc je dis que, et sur la question morale, et sur la question sociale, le petit peuple français de souche qui est catholique, prolétaire et classe moyenne, et le petit peuple qu'on appelle les musulmans, mais qui ne sont pas que musulmans, qui sont issus de l'immigration, qui sont aujourd'hui français à part entière et qui ont un gros problème de chômage et un gros problème d'intégration. En réalité, si on enlève tous les mensonges, toutes les peurs, toutes les bêtises, etc., ils ont tout intérêt à marcher dans la main pour reprendre ensemble le pouvoir sur la France et sur eux-mêmes. Et si ces gens issus de l'immigration aident le peuple de France à s'émanciper de la tutelle de l'Union européenne et qui font leur travail dans ce combat patriote, c'est la meilleure position qu'ils auront après pour négocier leur place. Or, alors que s'ils se mettent du côté des ennemis du peuple français, qu'ils continuent à faire le tapin comme certains, vous les connaissez tous pour votre plus grande honte, pour le Parti socialiste et pour l'hégémonie, avec un type comme comment s'appelle Yannick Noah qui dit que si le Front National gagne, il quittera la France, qui est la même phrase que dit Patrick Bruel, vous voyez ? Vous serez encore en plus mauvaise position parce que vous n'aurez aucun ami nulle part. Votre seul ami, c'est moi, d'une certaine manière. Hein ? Et moi, je fais en sorte que nous ayons un destin commun de réconciliation nationale et de reprise de pouvoir sur notre pays,
car je sais qui je suis, je sais qui vous êtes, et je sais que vous êtes les forces vives du pays, que vous avez encore ce courage, que vous échappez au politiquement correct, que vous n'avez parfois rien à perdre et parfois tout à gagner. Et je vous dis une chose, Jean-Marie Le Pen a toujours très bien compris ce que je lui disais. Il le sait. Il a simplement dit c'est trop subtil et trop intelligent à court terme dans une logique politicienne où il faut step by step ne pas perdre des élections parce que quand on perd une élection, on est ruiné. Voilà. Mais je vous dis en gros que les gens intelligents au Front National savent que j'ai raison. Et vous pouvez le vérifier d'ailleurs par vos proximités. Voilà. Et je vais le dire simplement comme ça. Il faut que vous soyez stratège et pour votre intérêt bien compris, dans une situation donnée qui vous dépasse, savoir quel est le jeu le plus intelligent à jouer d'un point de vue stratégique et aussi d'un point de vue moral. Parce que moi, je pense que quand on dissocie la stratégie de la morale, on finit toujours par perdre. Hein, voilà, c'est pour ça que moi, je vous dis, on doit être de la gauche du travail et de la droite des valeurs. Et j'ai toujours, moi, tendu la main aux musulmans dans ce combat, non pas pour des raisons perverses, mais pour des raisons morales et stratégiques. Parce que je pense que c'est ce que j'appelle l'armée de Spartacus. Hein, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut gagner, et il n'y a que comme ça que je veux gagner. Voilà. Et chaque fois que Marine Le Pen a commis une erreur, un irrespect ou quelque chose d'immoral par rapport à votre sensibilité, je l'ai fait remarquer. Mais par contre, je n'ai jamais non plus oublié de rappeler que je suis un Français de souche catholique qui se bat pour son peuple et pour son pays, et que ma question à moi n'est pas l'histoire de l'Algérie française, n'est pas une question de débat à l'intérieur de l'islam, etc. Donc, respectez qui je suis, comprenez qui je suis, et là, je vous dis, en gros, les problèmes s'estompent. C'est tout ce que je dis. I want to add. Et comprenez que moi, j'ai toute une extrême droite raciste, anti-musulmane, etc., qui aussi me traite de baboucholâtre et veut me faire la peau. Je suis, comme tous les réconciliateurs, au milieu. Et quand vous êtes au milieu, vous prenez des coups de partout. C'est très compliqué pour moi. Et je ne dois jamais me soumettre ni à l'un ni à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est toujours ce que j'ai fait. Et ça m'a coûté souvent assez cher. Mais sur le long terme, c'est à mon avis le seul chemin viable. Le reste, c'est le déshonneur. Et le déshonneur, il n'y a pas de victoire possible pour moi dans le déshonneur, c'est clair. There is something that you can turn into strategy and you can think about it. In the old days, Israelis used to fight. They used to buy their Mirage airplanes from you. They bought Centurion tanks from Britain, Sherman Patton tanks from America, then F-16. They used to fight. One day, the Jewish lobby realized that it's much cheaper to buy a French politician than buying a tank. Et aussi d'acheter un takfiriste musulman qui fait le travail pour pas cher. Car imaginez, là je vais rebondir, chaque fois que les Français à la télévision voient un égorgeur sur la terre syrienne en train de porter une tête en criant Allah Akbar, imaginez le tort terrible que ça fait aux musulmans et à la compréhension que peut avoir un Français de base dont ce n'est pas le problème de l'islam. Qui a orchestré tout ça, qui l'a organisé face à cette stratégie mondiale de diabolisation de l'islam par le boulot pervers des Saouds, par le boulot pervers des Qataris. Vous êtes obligé d'être infiniment subtil et stratège. Vous n'avez pas le choix, sinon vous ne pouvez que perdre. Et c'est ça, à un moment donné, que je vous engage, même si vous dites, je ne sais pas quoi, Mektoub ou je ne sais pas quoi, vous êtes dans une situation... Non, mais souvent, le musulman, c'est un peu, bon, de toute façon, c'est Dieu, on porte... Mais à un moment donné, il faut arrêter d'avoir la culture de la loose. Vous êtes dans une situation où vous jouez au poker avec une paire de 2 contre des gens qui ont des as plein les manches. Vous avez l'obligation d'être beaucoup plus intelligent que tous les autres. Or, souvent, vous êtes d'un moralisme effréné pour les autres, et d'ailleurs beaucoup plus pour les autres que pour vous-même. Parce que moi, quand je vois le nombre de leçons que m'ont voulu me donner les musulmans, et comme quand il s'agissait d'eux-mêmes et de leur position, je ne parlerai pas d'Ikoussen ou des types comme ça, qui se déballonnent chaque fois qu'on leur met un petit peu la pression, pour simplement des rabais sur des locaux communaux, hein, parce qu'en général, ils ont simplement le problème qu'ils dépendent de la mairie de leur patelin. Je veux dire, à un moment donné, je le dis et je le redis, vous êtes dans une situation qui pourrait être catastrophique, qui ne l'est pas parce qu'il y a égalité, réconciliation, Dionnet et tout le travail qu'on fait, qui ne l'est pas parce qu'au Front National aussi, il n'y a pas que des Louis Alliot, et vous le savez, et vous avez l'obligation d'être très intelligent et très stratège. C'est d'ailleurs tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on crée des élites. C'est par le combat et le risque. Hein. Les autres en face ont tellement de pouvoir qu'ils deviennent stupides. Ouais. Et je remarque en ce moment qu'en banlieue, la nouvelle génération qui arrive, et qui a été nourrie à mes vidéos,
je m'en félicite un peu, sont incroyablement forts dialectiquement aujourd'hui dans les débats avec les journalistes, etc. Et je joue sur cette élite-là aujourd'hui. Et je vous dis, hissez-vous à ce niveau-là, vous n'avez pas le choix. Voilà. Et moi, par contre, je l'ai. J'ai le choix de me retirer du jeu, j'ai le choix de redécouvrir que je suis blanc aux yeux bleus et européen. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas le choix. Hein? What I was about to say is that you have to think of your unique strategy to liberate your politicians from the Jewish lobby grip. Tu dis sioniste. Now, the case, I'll shout because I don't have a microphone. The case of right-wing politicians. Why? Because right-wing authoritarians come from cooperate, from banking, lawyers, and so on and so on. So they are already the cognitive left was traditionally, for instance, in English about France, funded by the working people, by the unions, for instance. Aussi beaucoup par les élites universitaires. Hein. Oui. Yes. Once manufacturing labs, working people are not supporting the shape of the left in terms of cognitive, very frightening. You have a few idiots that are doing the grassroots operation. You have people who are getting more and more intelligent, but they are never intelligent enough for the cognitive elite. And you know why? Because once they are intelligent enough to be in the cognitive elite, they become cognitive elite. And this explains why your left, the English left, British left, American left, American progressive, are the biggest bunch of Sabbath goyim. This is why they never care for working class, and this is why they ended up as a kosher operation. Question suivante. Bonsoir, monsieur Sora, monsieur Atmon. Je voulais parler à propos du bouquin Comprendre l'Empire, que je pense que pas mal de gens ici ont lu, ou du moins aperçu. En gros, les Atmon ne l'a pas lu encore, je crois. Voilà. Il faudrait qu'il soit traduit en anglais. Qui, en clair, sont un peu les 10 façons dont on se fait tous les jours. Comprendre l'Empire, je pense que beaucoup de gens l'ont identifié ici maintenant, grâce à vous, grâce à votre travail. Je pense que la question qui se soulève, en général, on voit pas mal ça dans les questions de vos conférences, c'est maintenant combattre l'Empire. On fait quoi? C'est-à-dire que Contre-Culture fait un travail... Alors, je vais déjà te répondre pour gagner du temps. Ouais. Quand on veut mener un combat contre un ennemi qui nous écoute, on ne se met pas à dire à voix haute ce qu'on va faire. Hein? Donc c'est là où il faut à un moment sortir du côté étudiant de la politique. Par définition, je ne peux pas répondre à cette question parce que si je voulais mettre quelque chose en œuvre de sérieux pour aller au-delà de ce combat métapolitique et de formation qu'on fait, je ne peux pas en parler, par définition. Donc je sais que ça te ferait plaisir, mais à ce moment-là, on en parlera en privé. Mais officiellement, et je ne vois pas ce que je peux dire de plus, on doit pour l'instant former des combattants intellectuels qui comprennent exactement dans quel monde ils sont et qu'ils identifient leurs ennemis et les problèmes. Parce que si on ne commence pas par ça, on n'arrive à rien. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, moi je dis, par rapport à ce qui se passe en ce moment, qui est ce sursaut, puisqu'on parle de comprendre l'Empire, quel est le sous-titre? Demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations. On a assisté hier à quelque chose qui m'a personnellement réjoui, c'est-à-dire que la France a retrouvé sa position très atypique de nation qui est capable de dire non et d'avoir des sursauts à certaines époques de l'histoire. Hier, le peuple de France, on va dire, après 40 ans d'enfumage, a commencé à se révolter et à dire non contre quelque chose qui l'oppresse et qui abîme sa qualité de vie au quotidien, parce que je pense que le but de la politique, c'est le bonheur. Et ça, nous devons tous ici dire que nous nous réjouissons de ce sursaut. Et je le dis aussi bien aux juifs qui n'auraient pas compris Éric Zemmour qu'aux musulmans qui n'auraient pas compris, effectivement, qu'ils font partie de ce peuple de France en sursaut.
il est stratégique dans un premier temps de se réjouir de ce sursaut. Ceux qui vont dire qu'ils sont contre, bon, il y aura Patrick Borel, il y aura Bernard-Henri Lévy, vous allez les voir demain, vont tous se mettre à dos le peuple de France qui souffre et en colère. Or, ils en font partie et ils doivent se réjouir d'en être et de mener ce combat d'émancipation. Voilà, je dis ça. Juste le petit rebond que je voulais faire, c'est-à-dire que le travail de contre-culture est très bon pour l'intellect d'adulte. Moi, je pars du principe que la transmission pour les générations, c'est-à-dire qu'on assiste tous à une génération d'ados qui sont nés sur leur portable et qui comprennent que dalle. C'est-à-dire, moi, je fais de la bande dessinée. C'est pour ça qu'on fait de l'édition, voilà. C'est pour ça qu'on a créé un site. Voilà, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour faire cette transmission vers la jeunesse, c'est-à-dire dans nos cellules familiales, amicales, qui soient complémentaires. Je pense que Farida Belgoul a pas mal démonté le truc au niveau de l'éducatif. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a aidé Farida Belgoul à revenir dans le jeu. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vont se faire dans ce cadre-là pour permettre de sauver la jeunesse? Parce que moi, dans 15 ans, je ne sais pas à qui je vais vendre mes bouquins parce qu'ils seront trop cons pour les comprendre. Je peux dire que oui, mais je ne suis pas magicien. Il n'y avait que 24 heures par jour. Moi, j'ai essayé de créer une dynamique et j'ai monté une organisation qui fait que ce soir, on peut tenir cette réunion malgré l'hostilité du pouvoir, avec beaucoup de technicité, parce qu'en fait, tout est dans un problème d'exactitude et de précision au bout d'un moment. Hein. Il faut faire les choses, il faut bien les faire. Et ce que j'espère, et ce que je crois vrai, c'est que j'ai créé une dynamique qui maintenant est inarrêtable. Il y a dans chaque cité de banlieue une poignée de jeunes qui ont échappé à la tutelle mortifère du Parti socialiste, de la casse football, ghetto blaster et hip-hop, hein, et qui se forment et qui sont devenus des combattants déjà de la dialectique, qui n'ont plus besoin de moi. Et c'est ce que moi je vous dis, j'aspire à un moment donné à me retirer à la ferme que j'ai achetée avec mes camarades en Bourgogne pour sortir d'un combat qui me saoule, qui me fatigue et qui est de plus en plus dangereux. Et surtout, je serais très emmerdé que si moi j'étais éliminé, que tout s'arrête. Donc moi, mon but effectivement c'est la transmission, mais la transmission elle est faite, j'en suis sûr. Et c'est pour ça que je pense on peut gagner. Vous voyez, à une époque, je le faisais uniquement par héroïsme. Aujourd'hui, je me dis, en plus, on n'est même pas sûr de perdre. Voilà. Mais vous avez vous-même répondu à la question. Vous êtes là. On a un public totalement divers qui représente toutes les couches sociales et toutes les origines possibles. On a le témoignage aujourd'hui par l'évolution du rap. On a monté, je vous signale, un label de... Enfin, que je t'en parle, on a monté un label de musique. On va produire de la musique. Notamment pour essayer de sortir le rap de la tutelle sataniste de Skyrock, vous voyez. Et aujourd'hui, ça s'appelle Bras d'honneur, et donc on fait du Gramscien, on fait du métapolitique, on est un peu un pied dans l'agriculture, un pied dans la culture, et on essaie de sortir du politique pur. Parce que d'abord, on est bloqué de plus en plus à ce niveau-là. Donc voilà, on le fait tous les jours, on le fait collectivement, et je vous dis, moi ce qui me rassure, c'est qu'il y a 10 ans, j'allais avec mon bâton de pèlerin dans des réunions dangereuses. Aujourd'hui, le danger, c'est qu'on est en train de réussir. Regardez les spectacles de Dieudonné, regardez l'union sacrée de moi et Dieudonné malgré la tourmente. Ils n'ont pas réussi à nous séparer, à nous fâcher malgré toutes les manipulations. Regardez aujourd'hui les musulmans patriotes. Regardez aujourd'hui les patriotes qui cessent d'avoir peur des musulmans. C'est des deux côtés. Regardez l'élection de Choprade et l'intelligence de Choprade sur la géopolitique. Regardez la composition de cette salle. Il y a des nationalistes aujourd'hui, des jeunes issus des quartiers. Il n'y a jamais de tension, de bagarre. Dans une réunion publique normale, ça finit mal, hein, quand on met des gens qui sont censés se détester, dont le système nous dit qu'ils sont faits pour s'affronter et se détester. Je vous dis, moi, la confiance que j'ai, c'est que je fais des réunions depuis plus de 10 ans et je n'ai pas les moyens de sécuriser comme à l'appareil d'État, ni les moyens de payer des faux intervenants, etc. Donc il y a toujours une part de risque. Il n'y a jamais eu une seule bagarre dans mes réunions. Ça n'a jamais mal tourné. Et pourtant, il y a des gens qui votent Front National, des militants Front National, des gens issus même de l'ancien mouvement skinhead, etc. Et de l'autre côté, des types issus des quartiers, des types dont on a vraiment monté la tête pour détester la France, les Français, etc. etc. Et on y arrive. Donc ça veut dire qu'il suffit de continuer, et c'est tout. Voilà. Ben, les gamins, ils sont formés par leurs parents, je veux dire, on le sait. Les parents, ils sont là, non? Les gens qui sont là, ils vont faire des enfants. Alain, I think that there is one very simple thing that you could do, and it is so simple, and it is so effective. And we spoke about it before. In America, they called it the First Amendment. And the people who fight the First Amendment in America are the same people who fight your freedom. Once you learn to say what you think,
the world will change accordingly and immediately. We have a problem now in our society because of political correctness. What made France into a great place was your freedom to say what you think. In philosophy, we regard it as the battle between Athens and Jerusalem. Time is ripe for you to drop Jerusalem and to become Athenians again. C'est d'ailleurs le combat que mène, à l'inverse, Bernard-Henri Lévy avec les études lévinassiennes, etc. Ils ne s'en cachent pas. Hein. Et eux, leur but, c'est de détruire le 4e empire qui est Rome, donc la catholicité. Levinas is the ultimate evil. And when we talk about this otherness, I don't know, otherness, this is the topic of this conference, this all otherness and politeness, and you feel for the other, you forgot how to feel for yourself. Un peu une question de philosophie un peu subtile, mais je suis d'accord. Question suivante. Bonjour, enfin bonsoir. Déjà, bien entendu, merci d'être là, merci d'être démêlé pour venir ici et préparer tout ça. J'aurais juste une question concernant bien sûr M. Soral et une autre question. Donc voilà, une autre question également pour Gilad Atzmon. Vous concernant, donc on avait bien remarqué qu'au final, ça risque de péter. Enfin, c'est ce que les élites cherchent à faire en ce moment. Seulement, là, on a bien, enfin, le peuple français apparemment a bien compris que les médias ne font que mentir à longueur de journée. Et là, ce qu'on voit actuellement, concernant surtout le Front National, bon, ok, je vais reparler du Front National, même si bon. Pose ta question. Voilà, mais c'est uniquement, est-ce que vous pensez que vu comment les médias diabolisent le Front National, est-ce qu'ils ne se servent pas de ça pour qu'au final, si le Front National passe, ils se servent de ça pour tout faire péter et faire une guerre civile ici? Enfin, ils sont capables de tout. Enfin, on a bien remarqué. Mais bon, on va déjà dire, rien n'est écrit. Hein, l'histoire est en marche. Alors, tous ces plans sur la comète, mais c'est surtout pour ne pas bouger son cul. Les gens qui disent oui, mais on va pas y arriver, puis ci, puis ça. Step by step, tu mets un pied devant l'autre et tu te bouges et t'arrêtes de tchatcher. Tu vois ce que je veux dire? Pour savoir ce qu'il y a derrière un mur, il faut monter dessus. Moi, j'en ai marre des mecs pour qui la mariée n'est jamais assez belle. Ça fait 10 ans qu'on me dit vous n'y arriverez pas, c'est impossible et ceci. Les Français ne croient plus aux médias. La preuve, par le vote d'hier. La preuve, par les succès du spectacle de Dieudonné. Donc, il ne faut pas parler que du Front National. Dieudonné remplit tous les zéniths, alors qu'on a dit que c'était la réincarnation d'Adolf Hitler. C'est-à-dire que les gens n'y croient pas. D'accord? Attali a écrit un texte pour dire que c'était un drame que les gens votent Front National, qu'il fallait voter tout, même abstention, mais pas ça. Toutes les élites juives oligarchiques ont terrorisé les gens pour qu'ils ne votent pas Front National. Ils ont voté hier massivement. Ça veut dire donc que les gens ne croient plus les dirigeants politiques, ne croient plus les élites officielles et ne croient plus les médias. Et voilà, bah, tant mieux, réjouissons-nous. Et on remarque aussi que les conférences que j'organise sont pleines, bien qu'on vous interdise de venir, qu'il y ait des menaces, etc., etc. Donc, on a réussi à faire péter ce verrou, qui est un verrou extérieur, effectivement, du mensonge et de la censure. C'est vrai qu'aussi, il y a un gros combat plus subtil à mener contre le combat de la censure intérieure, qui est le politiquement correct. C'est que beaucoup de gens qui essayent de mener un combat d'émancipation, malgré eux, et je ne leur reproche pas, la moitié de leur savoir est issue de, comment dirais-je, de l'ennemi. Parce que même moi, je me rappelle, il y a 15 ou 20 ans, je commençais à m'émanciper sur certains sujets, mais tout ce que vous ne remettez pas en question radicalement et que vous acceptez comme une vérité est souvent quelque chose de faux, qui fait que votre travail est faux, exactement comme en maths, si à un moment donné on vous donne une donnée qui n'est pas la bonne. Donc à un moment donné, c'est que vous devez tout remettre en question systématiquement jusqu'au bout. Et ça demande un facteur d'humilité qui est du temps. Alors, quand je vois des fois des mecs de 20 ans qui veulent m'expliquer la vie, je dis de toute façon tu ne peux pas me battre parce que j'ai 55 ans et que je lis 4 heures par jour depuis l'âge de 17 ans. Donc de toute façon, déjà, c'est comme parler à un mec de 20 ans qui vous explique l'islam. Je dis il faut 4 vies pour comprendre l'islam. Donc tu as 20 ans, tu fermes ta gueule. Et tu montres déjà que tu es un bon musulman par tes actes. Tu vois, plutôt que de faire des vidéos où tu expliques que tu as mieux compris que les autres. Tu vois, il y a un truc. Ça prend beaucoup de temps tout ça. Mais par contre, c'est très agréable de se libérer, de s'émanciper. C'est très agréable de se cultiver. Et c'est comme en sport. On progresse progressivement. Pour moi, les grandes gueules, comme j'en vois parfois, c'est comme les types qui rentrent dans une salle de boxe et qui pensent déjà qu'ils veulent être champion du monde. Il faut déjà être champion de son immeuble, ce qui est très dur. Hein. Après, champion de sa rue. Hein. Voilà. Humilité. Et quand on commence à se mettre en route et à bosser,
On pense plus à toutes ces conneries. Qu'est-ce qu'on fera quand on aura le pouvoir? Et qu'est-ce qu'on fera quand le Front National aura gagné? Je veux dire, tout ça n'est pas pour demain et même pas pour après-demain. Il est très possible que dans les prochaines élections présidentielles, il y a un deuxième tour Marine Le Pen, Juppé, par exemple, quand les autres se seront tous cramés, et vous verrez que c'est Juppé qui gagnera. Hein. Mais l'important, c'est qu'entre-temps, on aura continué à s'organiser, à se former, à se monter en réseau, à monter de l'économie, comme je le fais aujourd'hui, hein, c'est-à-dire être indépendant économiquement, et comme les Chinois, nos propres employeurs, j'ai dit à un moment donné, arrêtez de pleurnicher à Pôle emploi. Il y a des manques en France au niveau on manque de plombiers, on manque d'électriciens, on manque de couvreurs. Eh ben, faites des formations, montez des entreprises, etc., etc. Faites comme les Chinois. Il faut prendre des exemples là où ils sont bons, voyez. Et surtout, je le dis, arrêtez de pleurnicher et soyez viril, parce que d'une certaine manière, une des rares revendications qu'on peut considérer comme valable des jeunes issus de l'immigration des quartiers par rapport aux animateurs de Canal+, c'est qu'ils ont encore, parce qu'ils sont moins déstructurés que les autres, par rapport à une tradition patriarcale, avec des catégories, ils ont encore un peu de virilité. Et c'est vrai que moi, je compte sur cette catégorie de virilité qui produit aussi, je veux dire, en face des femmes qui ont encore cette dimension de mère et d'épouse qui les rend respectables. Hein, par rapport à un monde de fiottes et de pétasses, qui est des catégories que j'ai définies déjà il y a 25 ans sociologiquement. Hein, c'était pas de la rigolade. Hein. Je fais un boulot, moi, qui remonte aux années 80, pour ceux qui le savent. Hein. J'ai commencé à expliquer les dangers de la féminisation au tournant des années 90, et les gens ne comprenaient même pas de quoi je parlais. Et j'expliquais déjà à l'époque qu'on passerait par les LGBT pour nous détruire entièrement la capacité d'intelligence critique et de résistance au système. Hein, j'avais déjà raison sur cette question-là. Donc là, moi je le dis, ne vous posez pas la question de la victoire et de ce que vous ferez de la victoire. Posez-vous la question de combattre, d'avancer et de progresser. Et il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Si vous voulez devenir champion, vous allez à la salle, vous entraînez, au moins 3 fois par semaine, 3 heures, vous écoutez le prof et vous trichez pas pendant les séances de pompe et de stretching. Je suis instructeur de boxe, donc je connais tout ça. Les branleurs qui vont toujours se planquer quand il faut faire ce qu'il y a de plus dur et de moins valorisant, c'est-à-dire pas faire taper dans le sac parce que ça fait du bruit ou faire du pao, mais quand il faut se taper les abdos, les pompes, etc., ces mecs-là ne seront jamais champions. Jamais, voilà. Et je dis la même chose, et c'est mon côté pédagogue. Hein. Soyez humbles, bosseurs si vous voulez devenir justement des boss. Et ça prend du temps. Rappelez-vous, je le dis, je ne sais pas quel âge a Gilad, mais moi j'ai 55 ans et demi. Hein, voilà. Hein, et ça représente un certain temps de travail. Et je suis toujours là à me faire chier avec vous, ce qui est une preuve d'humilité. Bonsoir, donc merci pour votre travail Alain. Alors moi c'est pas forcément une question, c'est un petit témoignage. Donc non mais c'est très rapide. Vas-y. Donc moi je suis français pure souche d'immigrés, donc même si ça se voit pas forcément sur mon visage. Et j'ai travaillé justement pour un juif il y a 1 an de ça, donc 1 an après l'affaire Mohamed Merah. Et donc quand il a su que j'étais musulman, bon bah c'était ciao bye bye. Et donc 1 mois après je me suis retrouvé justement convoqué par les RG. Donc la personne des RG avait mon CV. Quand je lui ai sorti le nom de mon ancien employeur, il a fait une tête. Programmation neurolinguistique, on a vu que je m'étais pas trompé, que c'était bien d'où était venue la source. Et justement, toute cette explication, donc, parce que je lui ai parlé de plein de choses par rapport au fait qu'on était formaté, la CIA, etc. Et moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est votre point de vue par rapport à vous, parce que vous êtes une personne publique, et les pressions que vous pouvez justement avoir par rapport à ça, parce que moi, c'est juste à mon petit niveau, étant un kidam. Donc voilà, c'était juste par rapport à ça. Moi, ce que je peux répondre, c'est que tu as été viré par un employeur. Si ton employeur avait été toi-même quelqu'un de ta communauté ou un musulman, la question ne se serait pas posée. Moi, ce que je remarque souvent, c'est que je rencontre des jeunes de religion musulmane très hostiles à la communauté juive, mais ils travaillent tous pour eux. Ça vous percute ou pas quand je vous dis ça? C'est quand même très fréquent. Donc je vous dis, on ne travaille pas pour quelqu'un qu'on n'aime pas, et on essaie de travailler pour soi-même, pour quelqu'un de sa communauté. Donc là, on a une vraie question économique qui est aussi une question morale. Soyez vos propres créateurs d'emplois. Pourquoi avez-vous intégré l'idée très coloniale que vous étiez bons uniquement à être des prolétaires et des salariés, c'est-à-dire des enfants dans la vision économique? Parce que le salarié, c'est finalement un enfant. C'est quelqu'un qui n'est pas propriétaire de ses moyens de production, etc. Vous pouvez à un moment donné aussi, en plus d'être musulman, et si vous voulez réellement être viril, vous émanciper de cette vision qui vous a été imposée, qui est que votre destin, c'est d'être des petits salariés. Voilà. Vous pouvez être aussi entrepreneur, auto-entrepreneur, et je vous le dis, il n'y a pas de fatalité, parce que regardez pour ça l'exemple de la communauté chinoise. Et ne me dites pas, oui, mais ils avaient de l'argent, ceci, cela, machin. Tout ça, c'est des dialectiques de l'excuse. Il y a toujours le moyen, à un moment donné, même moi, quand on m'a interdit de travailler partout, parce que j'étais journaliste, scénariste, etc., je n'ai plus pu travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté des petites boîtes, des petites PME, alors que pourtant, je suis un intellectuel, c'est pas du tout ma catégorie, parce que
je me suis dit, je n'ai pas le choix. Si je veux continuer à exister, il faut que je sois mon propre patron. Et je me suis mis à ce truc-là. Je me suis pas dit, ça m'emmerde, c'est pas pour moi, je préfère gueuler après un patron, parce que c'est à ça aussi que tous les partis de gauche vous habituent, et notamment tout le syndicalisme. C'est un salarié qui va manifester quand on lui dit de manifester, en faisant gna 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 gna, puis après dissolution, et il rentre. Hein, voilà. Il y a toute une logique qui a besoin à voir avec la vision d'ailleurs d'Orwell, d'échapper aussi à cette idéalisation du prolétariat salarié qui est aussi un moyen de l'endormir. À la limite, accéder à la classe moyenne, c'est aussi votre salut. Votre salut religieux passe aussi par votre salut social-économique. Quand vous serez des musulmans de la classe moyenne, qui êtes vos propres employeurs, on vous respectera beaucoup plus, y compris le Front National. Vous vous en rendrez compte. Tant que vous êtes des sous-prolétaires et des prolétaires qui êtes obligés de demander l'avis de tout le monde, la permission de tout le monde pour exister, même en tant que musulmans, des salles que vous n'avez pas les moyens d'acheter ou de louer, que la mairie vous passe, etc., etc., vous serez tout au bas de l'échelle sociale, hein, et donc obligé d'être humilié en permanence, donc en colère, donc malheureux, donc névrosé, donc totalement inefficace dans le combat politique. Et moi, c'est la manière de répondre à ta question quand n'était pas une. Si ton employeur n'avait pas été un juif et toi musulman, il ne t'aurait pas viré, et aujourd'hui, tu ne serais pas dans cette souffrance où tu as été obligé de parler avec un mec DRG du problème de la domination américaine. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Voilà. Man, you know, I tell you something. I really understand for the first time why you have so many revolutions in France. Like in England or America, you know, I travel a lot in Turkey. You know, the longest they can sit in a political meeting is 45 minutes. You're really discussing like it's like for 3 hours. It's very unusual. And I realize that French people probably have revolutions when they cannot sit anymore. It is pretty incredible, man. I've never seen anything like that. Je crois que c'est un compliment, non? Yeah, it's very... Vous êtes la preuve ici que vous avez, je dirais, je pense grâce à des cultures, des croisements de cultures, un très gros potentiel en réalité intellectuel, malgré ce qu'on vous a fait croire en vous disant que vous étiez bon pour le football, le hip-hop, etc., ou le racisme primaire. C'est que quand on vous parle de façon, avec des termes qui ne sont pas totalement rébarbatifs, de sujets sérieux et intéressants, ça vous intéresse. Je veux dire, très peu de gens se sont levés et sont partis. Et ça, c'est ce que je dis aussi aux profs qui se plaignent, qu'ils ont du mal, etc. Je dis, vous êtes sûrement des très mauvais professeurs, et je pense que les gosses issus des quartiers ont un instinct, c'est qu'ils voient bien que les profs qui les nourrissent à la Shoah et aux droits de l'homme n'ont rien à leur apprendre. Moi, je fais remarquer que quand j'ai des gosses d'une classe et que je leur parle, ils demandent à rester plus longtemps que leur prévu. Donc il y a tout ça, voilà. Et je vais répéter toujours la même chose. Je veux dire, tout ce qu'on vous a mis dans la tête, y compris avec Mélenchon, les syndicats, hein, je veux dire, vous êtes là pour être des employés, uniquement gueuler et vous plaindre, c'est en réalité pour vous maintenir dans une oppression. Hein. Et moi, mon combat, c'est de dire que si nous sommes des hommes libres entre nous, c'est plus agréable une vie avec des hommes libres qu'une vie avec des esclaves, même si on est le maître de l'esclave. En réalité, il faut avoir une très petite âme pour jouir de dominer des esclaves. Et c'est ça que j'ai compris quand j'ai travaillé dans le cinéma et que j'ai vu tous ces au Festival de Cannes, qui allaient voir un film des frères Dardenne sur le sous-prolétariat pour après aller bouffer du caviar. Je déteste ce cinéma de merde social qui est un alibi moral pour des gens qui font tout le contraire dans leur vie quotidienne de ce pourquoi ils sont venus se pâmer. Je préfère voir un blockbuster américain qu'un film de merde des frères Dardenne ou un film de ces de trotskistes que je déteste, anglais là, Land of Freedom là, que je peux pas supporter cette merde, de Ken Loach. Tout ça c'est de la merde, vous voyez? Voilà. Je le dis clairement. C'est pour endormir votre lutte, c'est pour vous idéaliser, c'est pour vous faire croire qu'il y a un espoir. Il est insupportable qu'on donne, que le Festival de Cannes, qui est le plus gros ramassis de sionistes du monde, ait l'hypocrisie de donner une palme à Ken Loach et qu'il l'accepte. Il devrait leur cracher à la gueule, ce qui prouve bien que son cinéma c'est de la merde. Voilà, je le dis clairement pour parler d'autre chose.